Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Des accidents de circulation continuent d'en enregistrer sur la voie inter-État Cotonou-Niamey. Une ambulance est entrée en collision ce lundi dans l'après-midi avec un minibus quittant Basila pour Dantokpa, transportant de nombreux passagers grièvement blessés. Bientôt la période des vacances pour les apprenants au Bénin, mais comment bien profiter de ces moments de repos? Dans ce journal, les réactions de quelques éducateurs et parents d'élèves. Et puis en République démocratique du Congo, un couvre-feu a été décrété. Il est en vigueur depuis ce lundi après une attaque attribuée à l'organisation État islamique. Bienvenue à toutes et à tous. Drame dans l'après-midi de ce lundi en face de la Fondation Espace Afrique, Sievra à Glodjibé sur la route inter-État Cotonou-Niamey. Une ambulance est entrée en collision avec un minibus quittant Basila pour Dantokpa, transportant de nombreux passagers grièvement blessés. Le bilan provisoire, selon un des témoins, fait état de 16 blessés, dont plusieurs enfants. Suivez ici les propos du conducteur du minibus et un témoin de l'accident. Basila, m'avait à Tokpa. Ils sont 8 passagers. Je suis sur ma voie et l'autre, il a pris ma voie, en même temps m'a accueilli. Je suis sur ma voie, c'est sur ma voie, même il m'a accueilli. En Bénazi, je suis sur ma voie. Les deux ambulances venant de Cotonou roulaient à vive allure. L'une voulait dépasser l'autre quand elle est rentrée en collision avec le minibus. Les passagers du minibus sont au nombre de 16. Ils sont tous blessés. 3 enfants et 4 adultes ont eu des fractures aux pieds. Et c'est bientôt la période des grandes vacances scolaires. Ces moments de répit sont différemment perçus par les éducateurs et les parents d'élèves. Clémence Tonoucoin et Denis Marouya ont rencontré certains parmi eux, suivant ensemble leur perception des vacances. Après 9 mois de dur labeur, écoliers et élèves partent bientôt en vacances. Pendant environ 2 mois et demi, ils vont se séparer de l'école, des cahiers et des livres pour vivre des moments de repos et de nouvelles expériences. Pour les éducateurs, ce temps ne doit pas être entièrement un temps de loisir. Ils ont 1 mois pour se défouler. Prenons par exemple les vacances qui commencent le 1er juillet cette année. Ils ont pratiquement le mois de juillet pour se détendre. Laisser les documents de côté, parce qu'ils ont passé une année dans un travail intellectuel un peu fatigant, pour laisser la mémoire se reposer. Après ce temps, nous avons 1 mois où les enfants commencent par se préparer pour la rentrée. Il s'agit du mois d'août. Et vous allez voir, pour la plupart du temps, des cours de vacances sont programmés pendant le mois d'août. Ces cours de vacances servent à quoi? À préparer l'enfant pour bien démarrer l'année scolaire prochaine, tout au moins le 1er mois, le 1er trimestre, parce que si l'enfant commence une nouvelle année avec de bonnes notes, c'est un bon départ pour lui. Au cours des vacances, les enfants s'épanouissent. Ils vont chez les oncles, ils vont chez les tantes, ils voyagent. Certains réservent les vacances pour les activités de loisirs. Et pendant les vacances aussi, on organise d'autres activités, comme les cours de vacances ou bien les cours de renforcement. Ces cours de renforcement, souvent, sont réservés aux futurs candidats. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, si vous les laissez trop, ils oublient. L'amusement a pris le pas chez certains. On ne peut pas occuper l'enfant durant toutes les vacances. Il faut lui laisser un laps de temps pour qu'il se repose. Parce que le cerveau aussi a besoin de repos. Mais il y a certains parents aujourd'hui qui ne laissent pas les enfants se reposer. Pour les parents d'élèves, c'est le moment d'occuper les enfants à d'autres activités puisque la cherté de la vie ne leur permet plus d'envoyer les enfants en vacances en dehors de la famille. À cause de la cherté de la vie, les enfants sont devenus un poids pour nous.
Avant, quand les enfants sont en vacances, on est fiers de les envoyer ailleurs chez les parents ou bien chez des amis pour aller passer les vacances. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous-mêmes, avec ce que nous endurons, on ne peut plus envoyer son enfant quelque part pour dire bon, on va passer un mois, bien 2 semaines avec un parent. Non. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. Quand on dit vacances, on dit repos, mais qui a dit repos n'a pas dit d'abandonner le cahier. Il y a un temps pour les jeux, il y a un temps pour encore faire les révisions. Et c'est d'ailleurs même à cause de ça, les enseignants organisent des cours de vacances pour que les enfants ne désapprennent pas. D'ailleurs, moi je suis un boucher de carrière, je vends la viande. La matinée, tout le monde est à la boucherie avec moi. On travaille avec moi jusqu'à 15h. À 15h, je leur donne le repos, ils vont à la maison. Ils se reposent et à 16h, ils vont se livrer au jeu. Et à 18h, tout le monde est à la maison. Aujourd'hui, il faut profiter des vacances. Donner aux enfants, pendant les vacances, l'occasion de se reposer, mais aussi d'apprendre à faire un petit quelque chose. Pas les envoyer pour faire des jobs nécessairement, mais d'apprendre à faire un petit métier pour développer leur intelligence. Le temps aussi que ça les aide, un temps soit peu, parce que l'avenir aujourd'hui est un peu, je vais dire, pas obscur, mais un peu difficile. Quand ils auront leur diplôme, tout ce qu'ils auront à développer comme petit apprentissage pendant les vacances pouvait les aider en son temps. Pendant que la petite école va dormir, des lunes tout entières, nous souhaitons de très belles vacances aux écoliers et élèves. Ouvrons la page de l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, un couvre-feu a été décrété. Il est en vigueur depuis ce lundi après une attaque attribuée à l'organisation État islamique. Un civil a été tué dimanche soir ainsi que le terroriste qui portait la bombe. C'était à Beni, à l'est du pays, un attentat perpétré quelques heures après l'explosion d'une autre bombe dans une église de la ville et qui a blessé 2 femmes. Pas seulement ciblé sur l'église, ça peut être ciblé sur tous les endroits publics. Alors c'est un début et qui nous alerte pour faire attention. Faire attention parce que celui qui a fait ça ne sait pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit, mais certainement c'était pour faire du mal. Et heureusement nous avons la chance que ça. Et qu'il n'y avait que 2 personnes qui étaient en train, on ne sait pas encore leur état de santé, comment ils s'en sont sortis. Mais sinon, c'était pour viser une grande foule. C'était autour de 6 heures lorsque je suivais les informations à la radio que j'ai entendu une forte détonation. J'ai cru que c'était un affrontement entre notre armée et les rebelles ADF en brousse. C'est après que j'ai reçu un appel téléphonique pour me signifier que la détonation d'une bombe était plutôt dans l'église catholique de mon quartier. Je suis venu rapidement, j'ai vu que c'était vrai. L'église était endommagée, les vitres, la toiture également sont endommagées et les meubles touchés. C'est déplorable ce qui se passe aujourd'hui. Les États-Unis et l'Irlande et le Royaume-Uni demandent une réunion d'urgence publique du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Tigré, une région éthiopienne dévastée par l'intervention de l'armée et de ses alliés. Cette réunion pourrait se tenir vendredi. Depuis le mois de novembre, l'armée fédérale affronte le Front de libération du peuple du Tigré qui détenait jusque-là le pouvoir local et que le gouvernement accuse d'avoir défié son autorité. Ce lundi, après la prise de contrôle de Mekele par les rebelles, l'administration intérimaire du Tigré a demandé par la voix de son chef un cessez-le-feu. Au nom du Tigré et de toutes les personnes éprises de paix, nous demandons au gouvernement fédéral un cessez-le-feu basé sur l'humanité, de manière à empêcher de nouveaux dommages, afin qu'il soit possible pour les gens de trouver du répit. L'approche de la reprise des négociations pour sauver l'accord de Vienne, Paris et Washington mettent la pression maximale sur le nouveau président de la République islamiste pour qu'il rouvre l'accès à ses sites nucléaires aux experts de l'AIEA. Aucune décision n'a encore été prise sur une nouvelle extension de l'accord temporaire, ont répondu hier les autorités à Téhéran. C'est un dossier qui vient un peu plus fragiliser les négociations sur le nucléaire iranien. La possible suppression par l'Iran des enregistrements réalisés par l'AIEA dans ses centrales nucléaires. Les 2 parties avaient pourtant trouvé un accord pour maintenir une surveillance a posteriori de l'agence, à condition que Téhéran conserve ces données tant que le compromis restait en vigueur, mais ce dernier a expiré le 24 juin dernier.
Alors que les Occidentaux redoutent la destruction des enregistrements, les autorités iraniennes préfèrent temporiser. J'insiste sur le fait qu'aucune décision négative ou positive concernant les enregistrements et l'accord précédent conclu avec l'AIEA n'a été prise. Aucune décision n'a été prise quant à continuer, arrêter, garder ou supprimer les données. Nous suivons toujours l'accord précédent. L'Agence internationale pour l'énergie atomique a déjà mis la pression sur l'Iran pour obtenir la prolongation de ce compromis de surveillance qu'elle considère d'importance vitale. De son côté, la France appelle Téhéran à redonner aux inspecteurs de l'agence un accès total à ces sites stratégiques. Nous soutenons pleinement les efforts de l'AIEA pour vérifier et suivre le respect par l'Iran de ses engagements nucléaires. L'Iran doit reprendre la coopération avec l'AIEA et lui redonner immédiatement pleinement accès. L'incertitude entourant le sort réservé aux enregistrements de l'AIEA complexifie les pourparlers déjà très difficiles pour sauver l'accord international sur le nucléaire iranien. Ce pacte offre à Téhéran un allègement des sanctions en échange de la limitation stricte de son programme nucléaire. Mais depuis le retrait américain en 2018, les États-Unis ont rétabli leurs sanctions à l'encontre de Téhéran. En réaction, la République islamique s'est affranchie progressivement de ses obligations. À Vienne, où les diplomates se retrouvent pour un nouveau tour de table, Iraniens et Américains discutent séparément pour tenter de réintégrer Washington dans l'accord de 2015. Le secrétaire d'État américain a déjà indiqué qu'un accord devrait être trouvé rapidement pour avoir des chances d'aboutir. De son côté, Téhéran a posé sa ligne rouge. L'Iran respectera à nouveau ses engagements après la levée des sanctions américaines. Et puis au Yémen, on enregistre une centaine de morts ces derniers jours dans de violents combats entre l'armée et les rebelles Houthis. Une situation très compliquée pour les millions de civils déplacés dans ce pays où le conflit perdure malgré les multiples appels au cessez-le-feu de la part des Nations Unies. Des positions à tenir. L'armée yéménite en action et en discussion. La province de Marib, riche en pétrole, est disputée depuis 4 mois par les forces gouvernementales et les rebelles Houthis. Marib est confronté à une guerre vicieuse de la part de cette milice qui tente de contrôler cette ville sous de nombreux aspects différents. Elle a essayé de temps en temps pendant 6 ans. Mais cette dernière bataille s'est intensifiée depuis un moment. Au sud, à l'ouest et au nord de la ville de Marib, chef-lieu de la région portant le même nom, les combats se sont intensifiés avec des chiffres incertains. Selon un dernier communiqué de l'armée yéménite, 16 membres des forces gouvernementales ont trouvé la mort le week-end dernier. Côté Houthi, on en dénombre plus de 34 décédés. Le 6 juin dernier, les rebelles ont reconnu avoir pris pour cible une base militaire dans la même région, à proximité de laquelle 14 civils ont trouvé la mort. Une enquête indépendante a été mandatée par le mouvement Houthi et des indemnités promises en cas de preuve de sa responsabilité. Ce dernier, discret sur le nombre de ses pertes, cristallise également les tensions du côté de Sanaa. La capitale, tombée dans les rangs Houthis en 2014, fait l'objet depuis plusieurs années d'importantes frappes par une coalition militaire internationale dirigée par l'Arabie Saoudite. Le clan Houthi, épaulé par l'Iran et qui a refusé une offre de cessez-le-feu proposée par Riyad en mars, reste ouvert au dialogue et accepte de recevoir des émissaires de l'ONU. Nous espérons qu'avec le soutien du peuple yéménite, sous l'égide des organisations internationales régionales et tout le travail que nous avons fait avec les partis depuis 1 an, nous pourrons enfin obtenir des résultats. La réunion d'aujourd'hui avec M. Martin Griffiths s'est concentrée sur 2 points importants. La réouverture de l'aéroport international de Sanaa et la levée du blocus des ports yéménites, ainsi qu'un retour sans heurts et sans entrave de l'aide humanitaire. Un accord de cessez-le-feu conditionné par les Houthis au retour des vols commerciaux depuis et à destination de Sanaa, suspendu depuis 2016, et la levée du blocus qui asphyxie le pays. Depuis Bruxelles, le chef de la diplomatie yéménite a demandé à l'Union européenne de prendre plus de responsabilités dans ce conflit géopolitique aux conséquences humanitaires désastreuses. Selon les Nations Unies, plus des 2/3 des 30 millions d'habitants confrontés à l'épidémie et à la famine dépendent de l'aide internationale.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.